Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre présence avec nous cet après-midi pour ce troisième webinaire de la Semaine du numérique en Amérique latine. Le sujet de cet après-midi, c'est l'IoT. On va voir quels sont les enjeux et les opportunités pour vous, entreprises bretonnes, sur le marché d'Amérique latine. Bienvenue et merci à nos intervenants cet après-midi. Excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie les aléas du direct. Bonjour Virginie, bonjour Alexis, bonjour Nicolas. Merci pour votre présence. Karen, il a commencé à aboyer quand tu as dit IoT. Je pense que c'est ouais, là-dessus qu'il y a le souci. Il est allergique au On change de sujet à la limite. Pardon, ouais. pardon. Une voiture qui se gare à côté, ça doit être pour ça. Je suis vraiment navrée, c'est les inconvénients du télétravail. Je ne peux pas bâillonner mon chien. Autant comme je peux envoyer les enfants dans leur chambre, je ne peux pas le faire avec le chien, désolée. Bon, revenons à nos moutons, pardon. Donc Virginie et Alexis sont nos intervenants de cet après-midi. Prestataires agréés de BCI pour l'Amérique latine. Alexis et Virginie font partie de la société Latam Bridge. La société est basée au Mexique et ils sont donc experts pour vous aider dans votre développement commercial et dans votre expansion sur les marchés d'Amérique latine. Ils sont à votre disposition pour développer vos courants d'affaires et prospecter sur ces marchés. On reparlera un petit peu plus tard de tout ce que vous pouvez apporter aux entreprises bretonnes et puis notamment sur le sujet qui nous préoccupe cet après-midi. Je voudrais remercier aussi Nicolas Plantis, mon collègue BCI. Nicolas est chargé d'affaires numériques et cybersécurité au sein de BCI. Bon, vous le connaissez certainement toutes et tous déjà pour la plupart, mais c'était important que Nicolas soit présent avec nous également pour ce troisième webinaire de la semaine. Alors, le sujet de cet après-midi, l'IoT. Donc, on va voir, comme je l'ai dit, toutes les différentes opportunités et les différents enjeux qui s'offrent à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attractivité économique de l'Amérique latine dépend, on va le voir au travers des propos d'Alexis et Virginie, mais l'attractivité économique de l'Amérique latine dépend fortement de la productivité de deux secteurs clés, le secteur manufacturier et le secteur agricole. On va voir aussi que la plupart des villes d'Amérique latine souffrent d'une urbanisation qu'on peut qualifier de défaillante, limitant ainsi la mobilité et augmentant la consommation énergétique de plusieurs pays et faisant aussi grimper le taux de pollution dans la région. On peut dire que l'avènement de l'IoT vient profondément impacter ce paysage. Alors, certains pays sont bien conscients de leur intérêt pour passer aux nouvelles technologies, sont bien conscients qu'il faut amorcer la transition technologique. Et certains pays le font d'ailleurs de manière spectaculaire en recherchant et en intégrant des nouvelles technologies et des solutions innovantes. D'autres pays, en revanche, peinent à amorcer ce virage, mais commencent à investir dans leur transition, notamment avec des solutions de niche particulièrement adaptées à leurs besoins. Donc, on verra que ces différents pays, quel que soit leur degré de maturité, sont à la recherche de solutions généralistes, si je puis dire, et aussi solutions de niche. Donc, il y a vraiment une place à prendre pour toutes les entreprises bretonnes qui baignent dans ce monde de l'IoT. Toutes les solutions, tous les savoir-faire ont leur opportunité et c'est ce que vont nous montrer cet après-midi Virginie et Alexis au travers de cet exposé. Comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo qui présente tous les services de Bretagne Commerce International. Avant de lancer la vidéo, un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Donc, c'est vraiment un moment privilégié pour vous qui assistez à cet échange. N'hésitez pas à prendre la parole, à nous poser vos questions. On y répondra en direct. C'est un moment privilégié où vous pouvez aussi partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
À un moment où vous pouvez nous exposer vos problématiques. On est vraiment à votre écoute. N'hésitez pas à nous interrompre au fil de l'eau. Je n'attendrai pas la fin du webinaire pour un temps de questions et réponses. C'est plus pertinent que vous nous posiez vos questions et que vous rebondissiez sur ce que l'on va dire au fur et à mesure des différents points qui vont être abordés. En ce qui concerne la prise de notes, pas de panique. La présentation de cet après-midi sera disponible sur la plateforme BCI Info. Je vous enverrai un petit lien par mail pour vous dire où retrouver la présentation de cet après-midi sur notre site web. Et puis, le webinaire est également enregistré, donc le podcast sera disponible lui aussi d'ici quelques jours. En fin de webinaire, quand vous allez vous déconnecter, je vous remercie par avance de prendre une petite minute pour répondre au questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez tomber lorsque vous allez clôturer votre connexion. C'est vraiment important pour nous d'avoir votre retour, pour nous, BCI, mais aussi c'est important pour nos intervenants d'avoir vos suggestions, vos propositions d'amélioration s'il y en a, et puis les sujets sur lesquels vous souhaiteriez que l'on intervienne lors de prochains webinaires. Donc, merci par avance de prendre cette petite minute pour répondre aux questions qui vous seront posées. Merci beaucoup. Je vais lancer la petite vidéo. Ça dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. À tout à l'heure. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale.
D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ces services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre attention. Un petit mot ici au sujet de l'Open de l'International. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le lundi 5 juillet. On va vous proposer une nouvelle fois un Open online un petit peu plus complet que les versions 2020 dans la mesure où on ne vous proposera pas seulement des rendez-vous B2B avec des entreprises bretonnes et avec nos prestataires agréés à l'étranger. On vous propose à l'ancienne, comme du temps d'avant où on était en présentiel, on vous propose une multitude d'ateliers thématiques, des focus pays, des ateliers techniques et réglementaires, de développement commercial et des tables rondes, ainsi que des retours d'expérience. Donc, notez déjà dans vos agendas le 5 juillet 2021. Les inscriptions sont totalement gratuites, comme d'habitude. Cette journée vous est réservée à vous, entreprises bretonnes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire lorsque vous recevrez d'ici peu le mail d'invitation pour vous enregistrer sur la plateforme de l'Open de l'International. La diapo d'après, je ne m'attarde pas dessus, ce sont les différents livrables que vous pouvez trouver sur la fameuse plateforme BCI Info. Donc, je vous laisserai regarder tout cela lorsque vous aurez la présentation ces prochains jours. Je vais te laisser la parole, Alexis. On va rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Je te laisse la parole et puis le partage d'écran. Il faut que tu me laisses partager. Je vois que tu ne m'as pas autorisé. Non, je ne t'ai pas autorisé. Autant pour moi, je le fais. J'espère que je pourrai te convaincre. Vas-y, c'est bon. Normalement, tu as la main. Ok. C'est bon. C'est bon. Vous voyez tous l'écran? Oui. Super. Voilà, plein écran. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci à BCI de nous donner cette opportunité. C'est donc le 3e webinaire qu'on va faire cette semaine et on a gardé le meilleur pour la fin. Le choix de ces 3 webinaires, donc, qui pour rappel étaient la cybersécurité, l'e-santé et maintenant l'IoT, sont 3 sujets qui sont extrêmement liés les uns avec les autres. Par exemple, la cybersécurité est un enjeu tant pour l'IoT et sa mise en place et son implémentation que pour l'e-santé. L'IoT, véritablement, va être, je crois, l'enjeu majeur de ces 20 ou 30 prochaines années en Amérique latine et déterminera le destin de ce continent. On est dans un continent, comme Karen l'a rappelé, où l'agriculture et l'industrie sont les piliers de loin les plus importants qui soutiennent les économies de toute la zone. Et c'est des industries qui ont survécu, qui ont même eu un grand succès dans certains pays et dans certains secteurs, surtout grâce au coût du travail bas. Et c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a pas mal de nouveaux facteurs qui rentrent en ligne de mire. Et l'augmentation de la productivité tant du secteur agricole que de l'industrie vont être absolument nécessaires à la survie et puis éventuellement à la croissance de ces industries. C'est quelque chose que les politiques en général, dans la plupart des pays de la zone, ont très très bien compris. Et puis encore une fois, comme le rappelait très bien Karen, il y a des enjeux de mode de vie, de construction des villes. La plupart des grandes villes en Amérique latine ont cru à une vitesse ahurissante ces 30 dernières années. Donc la planification n'a jamais été faite. Et le coût de cette mauvaise planification, de son absence aujourd'hui, est énorme. 1h30 d'embouteillage en moyenne dans la plupart des grandes villes, ça veut dire des centaines de milliards d'euros de manque à gagner. Donc tous ces enjeux sont majeurs.
Et l'IoT, pour rappel, je suppose que vous le savez tous très très bien, mais une façon assez simple de le voir, c'est vraiment une façon d'amener le monde qu'on connaît et les objets qui l'habitent et d'en créer une copie miroir dans le monde digital qui permet évidemment d'appliquer tous les outils informatiques et toutes les nouvelles technologies, comme je pense notamment à l'intelligence artificielle, qui permettent de l'optimiser et de l'automatiser. Donc, c'est vraiment les deux idées clés, l'optimisation et l'automatisation. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va en parler de façon un petit peu générale. On va essayer de dresser un panorama général de l'IoT en Amérique latine. Et on se penchera sur les trois secteurs qui sont loin d'être les seuls, mais les secteurs sur lesquels il y a le plus d'applications possibles, il y a actuellement le plus d'intérêt et de maturité, donc des opportunités réelles et concrètes, et évidemment ceux qui ont le plus fort potentiel de croissance et d'impact. Donc c'était très simple de les sélectionner parce que vraiment le quatrième est loin derrière. Et comme toujours dans nos webinaires, quelques considérations pratiques et clés d'accès au marché pour les entreprises qui seraient intéressées, pour avoir un peu des grandes idées sur la façon d'aborder ce marché. Après, évidemment, c'est des stratégies à affiner. Quelques chiffres sur l'Amérique latine. Alors, ceux qui sont particulièrement pertinents pour l'IoT, l'essor de la classe moyenne. On en a parlé dans les deux webinaires précédents. C'est une tendance de fond qui explique la croissance économique forte de ces dernières décennies, qui explique l'apparition de nouvelles niches de marché, qui est vraiment la source d'énormément d'évolutions qui vont dans le bon sens. C'est le passage de dizaines et de dizaines de millions de citoyens de cette zone du monde vers la classe moyenne. Et c'est une tendance qui va probablement se poursuivre ces 20 prochaines années, peut-être un peu moins vite, mais c'est cette tendance qui permet d'envisager énormément de choses de façon optimiste, énormément d'accords commerciaux. C'est une des zones au monde qui est le mieux connectée de ce point de vue-là. Et alors, pour parler de deux éléments qui sont très pertinents pour l'IoT, une pénétration des téléphones portables et donc d'Internet à travers les téléphones portables de 70%. Et comme vous le savez, ça va être une des clés du succès de l'IoT, le fait d'avoir une connectivité sur un territoire aussi étendu que possible. Et enfin, 21 startups estimées à plus d'1 milliard de dollars, ce qu'on appelle les licornes, les unicorns en anglais, parce qu'on considère qu'à cette taille-là, c'est vraiment une startup qui a un potentiel global, qui a prouvé une pertinence globale et qui reflète finalement le niveau d'innovation d'un pays ou d'une zone. Donc le fait d'en avoir 21 qui soient nées en Amérique latine, c'est un signal très fort, malgré quand même traditionnellement une déficience en innovation sur ce continent, qui lentement, petit à petit, est en train de diminuer. Ça, c'est un chiffre très, très encourageant, surtout pour des acteurs du numérique qui veulent apporter un savoir-faire et des produits de haute technologie. Ces startups de taille conséquente vont commencer à générer des écosystèmes autour d'elles, de startups plus petites, de solutions de niche, et ça crée un environnement et un tissu favorable pour l'implantation d'entreprises françaises, notamment du secteur de l'IoT. Comme le disait Karen, à tout moment, posez vos questions, ça sera plus simple, après on les oublie souvent quand le webinaire est fini. Donc, en cours de route, n'hésitez pas, lancez une question et avec grand plaisir, on y répond. Alors, quelques considérations générales, des obstacles relatifs pour l'implantation de l'IoT. Je commence par le négatif pour terminer sur la note positive qui est bien plus importante. Un manque, encore une fois, relatif d'infrastructures selon les pays, selon les zones, selon les nécessités, mais quand même globalement, une zone qui n'a pas très bien planifié sa transition numérique, et donc des télécoms qui, sur des zones entières, sont un petit peu faibles, et d'autres problèmes d'infrastructure. Donc ça, clairement, c'est un obstacle. Un analphabétisme numérique. Beaucoup d'entreprises qui aiment encore travailler avec du papier et les dossiers et des classeurs. C'est culturel. Je crois que c'est principalement culturel.
C'est une habitude. Dans les années 90, la zone ne s'est pas numérisée aussi vite que les États-Unis ou que l'Europe, et il en reste des traces aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est relatif parce que ce n'est pas quelque chose qui est très marqué non plus. Une méconnaissance des entreprises. Donc là, c'est surtout les petites entreprises ou alors les secteurs agricoles de niche ou isolés qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'est l'IoT ou de ce qu'il pourrait leur apporter. Ça paraît très théorique. Ça, c'est un thème qui va revenir dans ce webinaire. Le fait que pas mal de ces idées peuvent paraître révolutionnaires, mais pour les gens qui sont vraiment sur le terrain, pour avoir travaillé plusieurs années, par exemple, dans une entreprise mexicaine industrielle, très grosse, tout le monde parle de l'industrie 4.0, mais finalement, l'idée que ça puisse nettement améliorer les conditions de travail et la productivité de sa propre entreprise reste un petit peu abstrait. C'est les autres, mais pour nous, non, ça ne doit pas être très pertinent. Donc, il y a quand même un travail d'évangélisation qui est à faire. Les contraintes budgétaires, pour être clair, aucun modèle d'IoT qui n'ait pas un retour sur investissement sur, je dirais, mais maximum 24 mois, mais vraiment c'est un grand maximum, se fera pas, en tout cas à ce stade. Et un manque d'incitation publique, même si on voit une tendance à la hausse et plusieurs pays ou gouvernements régionaux, d'ailleurs pas forcément au niveau fédéral forcément, qui commencent à prendre des initiatives très fortes. Donc, comme le disait Karen, la Tambridge est implantée au Mexique, à Monterrey, qui est la capitale industrielle du Mexique. Monterrey est la capitale de l'État du Nuevo León. Et donc, cet État, le Nuevo León, par exemple, a commencé il y a quelques années à prendre une initiative extrêmement forte, extrêmement proactive, qui s'appelle Nuevo León 4.0, dont on parlera plus tard. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais qui typiquement et l'exception à ce que je viens de dire. Beaucoup d'incitations publiques, beaucoup d'initiatives, beaucoup de financement, beaucoup de joint venture, beaucoup d'encouragement, et c'est loin d'être un cas isolé. Donc, voilà. Parlons des opportunités plus agréables. Cette opportunité historique dont je parlais en introduction, elle est bien perçue et comprise par la plupart des dirigeants, tant les dirigeants de l'industrie que les dirigeants politiques. Et voilà, donc ça constitue un terreau extrêmement favorable qui permet aux démarches maintenant de se déployer, de prendre de l'ampleur, simplement parce que c'est le bon moment. La perception favorable du savoir-faire français, et donc c'est une discussion que j'ai eue il y a 2 mois avec 2 secrétaires d'État du Nuevo León, donc l'État dans lequel on est, l'un responsable justement de l'initiative Industrie 4.0 et l'autre responsable du commerce et des relations extérieures. Et les 2 me confirmaient quelque chose qu'on savait déjà, le fait que la perception au Mexique et même dans d'autres pays d'Amérique latine, c'est qu'il y a plusieurs modèles différents d'IoT. Il y en a plus que 2, mais on va simplement comparer le modèle allemand et le modèle plus humain, dit français. Le modèle allemand va être extrêmement tourné vers la productivité, l'efficience des processus mis en place en faisant de l'être humain, en tout cas c'est la perception qu'on en a ici, un élément marginal du système. L'être humain est intégré si et dans la mesure où il est utile. Mais il y a vraiment cette idée d'automatisation et de remplacement des hommes par des machines, qui est une idée qui ne passe pas très bien pour des raisons culturelles et presque philosophiques. Et la France a une réputation très forte. Il y a des entreprises françaises de premier plan, comme par exemple Schneider Electric, qui sont très connues dans la région et qui ont vraiment réussi à promouvoir un modèle plus humain, dit plus humain, où l'homme et le travailleur et l'ingénieur restent au centre du système et l'IoT vient accompagner, améliorer son travail, le rendre plus fluide, avec l'homme qui reste néanmoins au centre. Et ça, c'est quelque chose qui est perçu de façon très, très favorable. Donc, le seul fait qu'une entreprise d'IoT soit française lui ouvre déjà des portes et crée un climat de confiance et de bienveillance que n'auront pas des acteurs venant d'autres pays.
ceux des États-Unis, par exemple, il y a toujours un déficit d'image, il y a beaucoup de relations économiques avec les États-Unis, mais la perception n'est pas toujours favorable. Culturellement, c'est un petit peu compliqué. La France, c'est vraiment un pays qui est souvent admiré pour beaucoup de choses, et notamment pour sa transition 4.0. Voilà, la nécessité absolue pour les villes. Donc, il y en aura 198, on en parlera plus tard, d'ici 20 ans, qui seront de taille phénoménale, avec bien plus de 50% de la population qui y habitera. Donc c'est absolument essentiel, c'est inévitable que de trouver des solutions à ces problèmes-là. Il y a beaucoup de niches différentes et de morcellement des marchés. Donc, ça laisse des espaces de jeu et des terrains de jeu avec des règles légèrement différentes et des opportunités vraiment divers, variées et immenses. Et puis, l'absence aujourd'hui véritablement de solutions intégrales. Il n'y a quasiment pas d'entreprise qui arrive à couvrir les besoins d'un secteur ou d'une industrie entière en leur offrant un panel à 360 degrés des solutions qui sont nécessaires. Donc, ça crée des opportunités pour des entreprises qui viennent se joindre à des projets existants. Ça crée tout type d'opportunités et ça montre, en fait, ça dénote bien qu'on en est encore à un stade relativement précoce de cette transition. On a une question. Ouais, on a une question de Sony. Pouvez-vous mentionner quelques exemples de licornes latino-américaines? Alors, j'ai en fait… Non, j'allais te dire, il complète sa question en disant que la perception de la France ou des compétences françaises sont-elles équivalentes sur l'ensemble des continents ou y a-t-il des écarts en fonction des pays ou des secteurs d'activité? Sur l'ensemble du continent d'Amérique latine, n'est-ce pas? Oui, donc il y a des différences. Le Mexique, par exemple, c'est probablement le pays de la zone qui a la perception la plus favorable pour des raisons historiques. Il y a un président mexicain, Porfirio Diaz, qui pendant 30 ans, il était au pouvoir pendant 30 ans, a créé des relations très fortes, a fait venir des ingénieurs, des scientifiques, a envoyé lui-même des missions. Et en fait, il a semé, il a vraiment semé une francophilie qu'on retrouve dans certaines villes, dans l'architecture, qu'on retrouve dans l'apprentissage du français dans beaucoup d'écoles de la République. Donc là, il y a des liens historiques très forts. C'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans la totalité de la zone. Je ne serais pas capable de parler d'un pays qui a une perception négative de la France. Je sais que le Brésil, par exemple, a une perception très positive aussi. Alors, récemment, il y a les petites bisbilles entre Macron et Bolsonaro. Voilà, mais je pense qu'à l'échelle des temps historiques, ça n'a absolument aucune importance. Ça glisse sur une relation qui est plus que centenaire. Donc, les grandes économies de la zone ont une perception favorable. Le Mexique en tête. La France, c'est le pays du savoir-vivre, du luxe, de la science. Je ne dis pas que ce soit le seul. Et des industries de pointe et des fleurons technologiques. Et il y a vraiment cette perception un petit peu chez tout le monde. Sur les licornes, je vais vous parler d'une licorne dont le nom me reviendra tout de suite. J'étais il y a quelques mois à Mexico et je parlais à des représentants de la French Tech là-bas. Et il y en a une qui s'est lancée dans le commerce en ligne et qui a entre-temps un succès sur la… Donc, c'est une licorne d'e-commerce. Encore une fois, le nom m'échappe. Et qui a eu une croissance très spectaculaire qui, en l'espace de 6-7 ans, est passée d'une entreprise d'une dizaine de personnes à un monstre qui, entre-temps, a des antennes dans 4 ou 5 pays. Je vous enverrai volontiers ça. Et puis, si ça vous intéresse de parler de toutes les licornes et des secteurs qu'elles occupent, on pourra très volontiers poursuivre la conversation. À la fin de la présentation, il y a nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email avec les questions que vous avez en nous disant éventuellement quoi et quels sont les aspects qui vous intéressent. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on peut poursuivre la présentation. La discussion, pardon. Et maintenant, on va poursuivre la présentation. C'est rapide, la plateforme du e-commerce mexicaine? C'est celle-ci à laquelle tu penses? Moi, je ne l'ai pas utilisée, donc je ne peux pas parler d'expérience. Mais oui, visiblement, elle est extrêmement bien
bien ficelé. Rentrons dans le premier secteur, donc l'agriculture et l'agronomie. Alors, qui sont vraiment un secteur bingo, j'ai envie de dire, parce que il est immense en Amérique latine, il a une importance considérable, comme on disait, et puis c'est aussi des secteurs qui sont extrêmement développés en Bretagne. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait des synergies fortes à mettre en place entre la Bretagne et l'Amérique latine, notamment en agriculture et en agronomie. Agri-agro. Donc, ça, c'est des chiffres, je crois, qui sont très parlants. Un tiers des terres arables et de l'eau douce du monde, donc un tiers, et 12% de la production alimentaire mondiale. Donc, je pense que rien qu'avec ces chiffres-là, on mesure, on mesure la problématique de productivité du secteur agricole de façon très flagrante. Alors, cette productivité, elle augmente. Je vais être un petit peu mauvaise langue. C'est assez facile quand elle est aussi basse. On peut l'augmenter de 10 ou 20% par an, ce qui peut paraître spectaculaire, mais étant très basse, ça reste loin d'être au niveau des agricultures les plus développées et les plus efficaces. Mais on est quand même sur la bonne voie, on est sur la bonne tendance. Mais la mise en place de systèmes d'IoT pourrait avoir un effet absolument exponentiel sur cette augmentation de la productivité. Un tiers des terres arables, 12% de la production alimentaire mondiale. Donc, plus de la moitié de la population rurale travaille dans l'agriculture. On parle de plusieurs centaines de millions de personnes. Encore une fois, cette population a beau être rurale, relativement pauvre ou modeste, il y a quand même énormément de smartphones et donc d'accès à Internet, malgré le fait que les zones puissent être reculées, isolées, avec des populations rurales qui habitent. Il y a Internet de façon assez répandue, il y a des smartphones presque partout. Et alors, on est à 70%, mais ce taux augmente encore de façon assez dynamique chaque année, donc c'est une évolution qui continue. Et alors, encore une fois, une illustration, le Mexique est le plus gros consommateur mondial par habitant de maïs. C'est une culture qui existe au Mexique depuis des millénaires. C'est vraiment la base de l'alimentation mexicaine. On en parlait juste avant le webinaire. Il y a à peu près 95% des plats au Mexique qui sont à base de Mexique. Et malgré ça, le Mexique importe une part non négligeable de son maïs des États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne subvient pas à sa propre consommation. Ça aurait pu être une opportunité, il aurait pu en exporter dans le monde entier, puisqu'il connaissait tellement bien cette culture, puisqu'il y avait des économies d'échelle à faire. Ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Donc c'est quand même quelque chose qui est frappant. Je crois qu'il importe de 2 à 3 milliards de dollars de maïs des États-Unis, qui, eux, ont mis en place des systèmes à grande échelle, extrêmement industrialisés. Donc voilà, c'est un exemple qui est très, très illustratif. Alors, quand on parle d'IoT et de son application dans l'agriculture, en fait, c'est pas pertinent de regarder le marché de l'agriculture dans son ensemble. Ce qu'il faut regarder, c'est le marché de l'agriculture de précision. Sans rentrer dans la définition exacte du terme, c'est en fait tous les sites de production agricole dans lesquels ont déjà été mis en place des outils relativement sophistiqués, des machines, une organisation d'un certain niveau, qui en font un terreau favorable pour des implémentations de systèmes IoT. Donc là, on est sur un taux de croissance de 15% par an de l'agriculture de précision. Ça, c'est un chiffre très, très encourageant pour l'IoT. Les drones agricoles, voilà, ça suit la même tendance. Et le marché du système de surveillance du bétail, qui est également un endroit sur lequel l'IoT sera très pertinent, qui va doubler d'ici 4 ans. Donc, croissance de l'ordre de 20% par an. Tout ça, c'est des tendances très, très favorables pour l'IoT et ça fait un marché d'une taille considérable. L'agrotechnologie ne représente que 1% du volume total de capital risque. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a été dans des modèles de croissance organique. C'est des agrotech qui se sont mis en place localement et petit à petit, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Donc, encore une fois, forte croissance. Quand on est à 1%, c'est très facile de faire 100% de croissance.
voilà, je suis mauvaise langue encore une fois, mais encore une fois, la tendance est bonne. On ne sera pas à des niveaux comparables à d'autres zones du monde, ni demain ni après-demain, mais c'est quelque chose qui est en plein essor. Voilà. Et alors, l'agriculture intelligente, donc des solutions d'IoT en agriculture, beaucoup d'échecs dus au fait, non pas que technologiquement ça n'a pas marché, mais au fait que les modèles économiques n'étaient pas mûrs. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu. On a juste un point de méthodologie pour préparer ces webinaires. On a parlé, dans le cas de l'IoT, à une bonne vingtaine d'experts, de professionnels de tous les pays, de tous les secteurs, dans des rôles un petit peu différents. Et un des leitmotifs, vraiment très fort, ça a été celui-là. Les échecs ne s'expliquent pas par des problématiques technologiques, mais par des problématiques de modèle économique. Donc, ça reviendra dans les clés d'accès du marché qu'on verra à la fin du webinaire. Ça va être absolument indispensable de bien penser le modèle, le retour sur investissement, l'intégration avec les autres facteurs pour en faire quelque chose de pérenne ayant le potentiel de croître. Contrairement à d'autres secteurs, on a beaucoup d'acteurs locaux qui sont généralement petits dans des marchés de niche et ça a été des entreprises qui se sont constituées autour d'opportunités. Pour schématiser un petit peu, mais voilà, un ingénieur trois ingénieurs se retrouvent dans une zone et ils apprennent qu'une entreprise agricole essaye de mettre en place un meilleur système. Ils achètent des capteurs en Chine, ils ont un ami qui fait de la programmation et qui connaît un software qui peut intégrer des signaux un petit peu simples. Ils bidouillent une solution qui marche à peu près, et puis à partir de là, il y a l'entreprise qui grandit et les choses qui se mettent en place de façon un petit peu plus rigoureuse. Donc ça, c'est des histoires qu'on entend souvent. Alors certaines de ces boîtes restent toutes petites et locales, et d'autres commencent à prendre de l'essor. On a parlé à certaines d'entre elles qui sont nées par exemple au Pérou, et qui, entre-temps, sont dans 4 pays d'Amérique latine. Donc, on a des écosystèmes locaux. Généralement, c'est des acteurs relativement petits, mais qui sont en forte croissance actuellement, qui sont très intéressés d'ailleurs par des partenariats avec des entreprises étrangères, notamment françaises, à partir du moment où celles-ci pourraient apporter des éléments technologiques ou des solutions logicielles qu'elles-mêmes n'ont pas encore, ou n'ont pas développé, ou ne savent pas développer. Donc, pas mal de choses à faire avec les écosystèmes locaux. Et puis, un certain manque d'accompagnement dans l'implémentation. Donc, une fois que le projet a été mis en place, c'est absolument indispensable de maintenir une présence locale et de s'assurer sur au moins 1 an de l'implémentation et de la bonne collecte des données, de l'optimisation des analyses qui sont faites sur ces données et de les accompagner sur la durée, d'établir des partenariats durables. Voilà, on a tout type de start-up. Peut-être que tu veux prendre un petit peu la main, Virginie. Oui, Nicolas. Juste pour revenir sur la slide précédente, tu parlais de projets qui étaient bloqués en phase pilote. Je pense que c'est un des problèmes du secteur de l'IoT aujourd'hui, c'est qu'il y a, et dans l'agriculture en particulier peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont en phase pilote. Et la difficulté, c'est de trouver le modèle économique et les bons partenaires aussi. Parce qu'aujourd'hui, la filière, elle n'est pas complètement structurée, même s'il y a des gros acteurs qui s'y mettent. Mais il faut vraiment trouver, je pense, le bon partenaire, soit un partenaire international qui est présent dans le pays en question, soit un partenaire local qui va trouver quel est le bon use case, le bon scénario et le bon business model sur lequel l'entreprise bretonne va venir se caler avec sa technologie, quoi. Et c'est là la difficulté. Je pense que c'est une des difficultés récurrentes en IoT, que ce soit en Amérique latine ou dans d'autres pays. Voilà. Juste pour compléter ce que tu disais sur ce slide-là. Oui, absolument. Virginie, tu souhaites prendre la main? Oui, là, c'était pour illustrer quelques acteurs de l'écosystème. Alors, comme le disait Nicolas juste à l'instant, il y a des gros acteurs internationaux qui sont quand même présents sur l'Amérique latine et qui offrent des solutions sur la partie agro et pas seulement agro d'ailleurs. Plusieurs initiatives locales aussi ont été mises en œuvre
pour favoriser la commercialisation et la distribution des productions faites ici en Amérique latine. Et à la différence vraiment d'autres secteurs d'activité, on va voir aujourd'hui qu'il y a des vraies dynamiques locales, il y a un vrai investissement des gouvernements pour mettre en œuvre des projets faisant appel à l'IoT et aux acteurs locaux. Donc, il y a une dynamique très intéressante avec des clusters qui réunissent des acteurs privés, publics, universitaires. Au niveau de l'agrotech, on va retrouver un cluster notamment fort important en Argentine sur l'horticulture. Donc, voilà, on voit que l'écosystème et les acteurs de l'écosystème ont commencé à se structurer et il y a une réelle dynamique intéressante à ce sujet-là. Donc voilà, là c'est quelques acteurs présents sur l'Amérique latine. Super, merci beaucoup Virginie. En fait, pendant que tu parlais, je viens de trouver la liste complète des licornes, donc je voulais la partager maintenant sur le chat ici, mais je le ferai dans quelques instants, la prochaine fois que Virginie reprend la parole. Voilà. Voilà, je t'en prie, Virginie. Oui, là, c'est d'autres exemples un peu plus concrets, de solutions IoT qui ont été mises en œuvre par des acteurs locaux et internationaux. Logicalis et Arab Logicalis est une entreprise espagnole, peut-être la connaissez-vous, qui offre donc des solutions d'IoT pour le secteur agricole. Arab, c'est une belle entreprise américaine qui, elle, a plus focalisé son développement sur la gestion des ressources en eau, l'eau qui, avec le changement climatique, va devenir très compliquée. Donc, offre des solutions aux producteurs pour mieux gérer leur gestion et leur gestion en eau. Farmap, qui est une start-up colombienne qui a été créée en 2015 et qui a réussi à asseoir et à croître sur l'ensemble de l'Amérique latine. Elle est sortie d'un incubateur. Les incubateurs, c'est une autre porte d'entrée intéressante. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Qui, eux, offrent également des solutions d'IoT. Et au Pérou également, il y a 2 initiatives très intéressantes par des startups qui ont été récemment créées, qui sont en train de lancer leur développement et qui ont passé cette phase pilote avec succès. Très bien, merci Virginie. T'es sorti, Alex? Tu peux te remettre en plein écran peut-être? Voilà. Ah, pardon. Voilà. Super, merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Donc là, on a encore trois entreprises très intéressantes qui offrent des solutions IoT sur la partie agriculture et agronomie au Chili et en Argentine. Le cas de l'ES Industrie est intéressant. Donc, ils fournissent des lances pour surveiller la chaleur, l'humidité, le dioxyde de carbone et les mouvements dans les sacs de silos. Ce qui est intéressant, c'est leur stratégie de développement. Ils ont ces solutions d'IoT pour tout le secteur agriculture, mais ils ont choisi de diversifier leur développement et de ne pas seulement offrir des solutions pour le secteur agriculture, mais également pour le secteur de l'énergie, pour le secteur de l'environnement. Donc, pour avoir échangé avec eux longuement, ils nous ont
ils nous ont révélé qu'effectivement, certaines startups et entreprises de l'IoT décident de se focaliser uniquement sur un secteur en particulier, mais que eux, la diversification a été salvatrice quelque part et leur a permis d'asseoir leur développement et de croître jusqu'à offrir leurs solutions d'ailleurs en Europe, en Pologne ou en Australie. C'est ce que je m'apprêtais à, voilà. m'apprêtais justement à dire ça, que c'est quand même, il y a des vrais success stories. Et oui, l'un d'entre eux nous expliquait qu'ils ont eu une mission en Israël, une autre en Allemagne, une autre, et qu'il y a une vraie croissance. Et certaines de ces voies, je pense, les gagnantes de ce marché vont réussir à devenir des joueurs au niveau mondial. En tout cas, je leur souhaite. Et c'est bien parti pour certaines d'entre elles. Très bien. Alors, passons au… Alors, j'ai pas trouvé de traduction convaincante en français. Donc, voilà, on va rester sur le terme anglais. Nicolas, tu confirmes qu'en France, on parle de smart manufacturing ou on emploie un autre terme? Smart factory? Non, je ne sais pas. Ok. Smart industry? Bon, en tout cas, pas de terme français à côté duquel je serais passé. Ça me choque pas. Ok. Donc, on en parlait, un secteur industriel qui dépend d'une main-d'œuvre bon marché, beaucoup d'entrepreneurs, une culture très entrepreneuriale d'ailleurs en Amérique latine, beaucoup plus que dans d'autres régions du monde, mais peu d'innovation. La numérisation du secteur productif, on en parlait également, qui s'oriente vers une communication et gestion des outils d'automatisation et de contrôle. C'est un petit peu l'étape qui précède la mise en place de l'IoT typiquement. Et certains pays qui ont vraiment une politique industrielle en place. Le Mexique actuellement, qui n'est pas très convaincant dans la sienne, mais l'Argentine et le Brésil qui ont l'air de faire des progrès assez importants. La Colombie aussi. La Colombie qui est un secteur industriel absolument énorme et qui est le grand pays de la zone, qui a la main-d'œuvre la moins chère. C'est encore moins cher en Colombie qu'au Mexique. Donc, c'est extrêmement attractif, mais ça l'est de moins en moins pour des raisons de productivité. Donc, c'est un enjeu majeur aussi pour la Colombie. Voilà, un marché ici encore qui va croître, moins fort que par exemple le secteur agricole. On est à 8% par an en moyenne de 2020 à 2025. Des marchés très fragmentés, donc pas énormément de grandes alliances à grande échelle, surtout d'un point de vue régional. Et voilà quelques-uns des grands acteurs du smart manufacturing. Schneider Electric, qui fait vraiment office de cas d'école et de phare au Mexique, qui aide énormément d'ailleurs l'image de l'industrie française dans sa totalité. Schneider Electric qui a ouvert une usine dont on parlera dans un instant, ici à Monterrey, enfin, juste à côté, qui est unique. Voilà. Tout ça, des grosses entreprises évidemment qu'on connaît tous. Alors, quelques cas, je te passe la main, Virginie. Oui, quelques cas. Alors, on a souhaité, là, on est moins sur un focus start-up local qui a mis en œuvre des solutions d'IoT pour répondre au smart manufacturing, mais parce qu'on a souhaité plus illustrer deux exemples français, pour le coup, qui sont reconnus, ce sont des fleurons de l'industrie, mais qui sont aussi pour les entreprises qui souhaitent se développer sur la zone d'Amérique latine, qui sont des leviers extrêmement importants, tant par le réseau, tant par éventuellement des partenariats et des introductions sur certains marchés. Donc le groupe Renault, qui est présent au Brésil depuis plus de 20 ans, a complètement automatisé et connecté sa dernière usine à Curitiba en mettant en œuvre le RFID. Donc, ils ont gagné des temps d'expédition et de livraison incroyables, avec une augmentation de la productivité et une baisse des coûts de production par unité produite. Renault qui
très, très présent sur l'Amérique latine. Par exemple, hein, moi, j'ai une Renault. J'ai acheté Renault en vivant au Mexique. Et pour le coup, l'ensemble des véhicules Renault de l'Amérique latine sont soit produits au Brésil, soit en Colombie. Et Renault va renforcer encore sa présence et son investissement sur l'Amérique latine. Ils ont annoncé ça la semaine dernière, donc avec un investissement de plus de 158 millions d'euros pour l'année 2022, pour continuer leur automatisation sur l'ensemble de leurs usines et être en mesure de produire des nouveaux modèles. Donc, c'est plutôt très positif pour l'avenir. Et pour compléter ce que dit Virginie, comme elle le dit très bien, c'est une entreprise extrêmement visible. Donc, tout ça a un effet d'entraînement très fort et constitue des précédents qui vont encourager et permettre à des entreprises qui ne sont pas forcément au premier plan d'essayer de faire la même chose, de demander conseil, de s'adresser aux professionnels qui ont aidé Renault qui ont mis cette en place. Donc l'effet d'entraînement est considérable. Il y a évidemment beaucoup plus de cas que celui-là, mais on en parlait parce que c'est une entreprise française et parce que c'est annonciateur de ce genre de projet à plus grande échelle. Schneider Electric, je t'en prie, je te laisse la main, Virginie. Virginie, chez nous, il est 10h moins 4. Oui, il faut qu'on aille. Mais Schneider, ouais. Je crois qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Hein. On va un tout petit peu accélérer. Je m'excuse, j'étais bavard au début. C'est un sujet que je trouve passionnant. J'ai eu des discussions passionnantes avec plein d'interlocuteurs. Donc, je vais un petit peu accélérer, mais vous n'hésitez pas à nous interrompre à n'importe quel moment. Schneider Electric, on en parlait, une usine 100% numérique et automatisée. Et donc, cette usine est fabuleuse et elle sert aussi de showroom à ce service, à cette IoTisation, pardon, je ne sais pas si je l'ai bien dit, qu'offre Schneider Electric en leur disant regardez comment on a fait notre propre usine, on peut faire la même chose chez vous, on peut partiellement mettre en place ce genre de solution. Donc c'est un projet extrêmement visible et extrêmement porteur qui contribue à la visibilité de Schneider, mais de la France de façon plus générale. Et Schneider, Alexis, juste, pardon, pas pour, mais juste pour dire que Schneider est toujours à la recherche et continue à signer des partenariats qui viennent. Ton micro a été pardon. Schneider est toujours à la recherche et signe encore actuellement des partenariats avec de nouvelles solutions qui viendraient compléter leur offre. Donc, absolument. Donc en parlant de porte d'entrée ou comment aborder les choses, une option tout à fait intéressante, c'est de parler à une entreprise française qui cherche des partenariats, qui a une visibilité énorme, qui a des clients sur la totalité du continent, de la zone. Et donc, une entreprise, même sur une technologie de niche, qui pourrait apporter quelque chose à Schneider, bénéficierait du réseau et de la clientèle de Schneider quasiment du jour au lendemain, à partir du moment où on négocie un beau partenariat. Donc, c'est une notion intéressante. On passe aux Smart Cities, que j'ai laissé en anglais aussi parce que, évidemment, le terme français n'est pas très utilisé. On a 80% de la population qui vit dans des villes. C'est absolument énorme. On parle des homicides, c'est pour montrer un petit peu la densité urbaine et les problèmes d'urbanisation. Il y a un lien entre les deux. Les problèmes de congestion sont énormes et vont croître encore de façon exponentielle sur la décennie à venir. Et quand on dit que l'organisation des transports publics est très insuffisante, ouais, c'est presque gentil encore dans la description. Certaines villes, comme Monterrey par exemple, et beaucoup d'autres en Amérique latine, ville de 5 millions d'habitants qui a quelques bus comme ça qui sont coincés aussi dans les embouteillages. Enfin, en gros, pas de transport public alors que la ville est extrêmement riche, la région est extrêmement riche. Ce n'est pas les fonds qui manquent, c'est d'autres problèmes. Et ça commence à constituer un vrai problème, un frein économique majeur. Donc on a ce contexte-là. On a, d'ici 2025, on aura plus de 300 millions de personnes qui vivront dans à peu près 200 villes. C'est considérable.
Voilà, un contexte très favorable, un PIB par habitant de 23 000 $. Donc c'est vraiment un pays, une zone qui est en train de devenir riche, comparé à d'autres régions du monde comme l'Asie ou l'Afrique, par exemple. Et le marché de la maison intelligente qui va croître de façon très, très dynamique d'ici 2027, selon les projections. Plusieurs éléments d'investissement public, donc notamment dans ce qu'on appelle l'e-readiness, qui sont en hausse, surtout la sécurité et la mobilité. Des problématiques de ville intelligente qui ont été encore plus aiguës lors du Covid. Donc, on a vu la mise en place de caméras pour surveiller les masques dans certains endroits, dans certaines villes, mais on en a profité pour voir aussi la température, pour faire des contrôles d'accès biométriques. Enfin, tout ça, ça a des effets d'entraînement et de boule de neige. Elles ont été particulièrement utiles pendant la pandémie. C'est des technologies qu'on a mises en place pour une raison déterminée, mais on se rend compte par la suite que les utilisations sont multiples et qu'en fait, on va pouvoir en faire de plus en plus de choses de ces capteurs, de ces caméras. Et alors, un chiffre, l'appel d'offres moyen est d'une valeur de 1,5 million de $. Et donc, c'est une moyenne qui reflète assez bien le type de marché qu'on a, morcelé, régional, sur des beaux projets, mais on n'est pas sur des choses de grande envergure. C'est aussi le niveau de maturité du marché qui peut ça. Étude de cas, parlons de Temuco au Chili. Je t'en prie, Virginie. Oui, donc au Chili, une étude de cas intéressante qui a été initiée par Corfo, qui est l'agence de développement économique du Chili, avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement et la ville de Temuco et l'université. L'idée, Temuco, comme beaucoup de villes en Amérique latine, ne disposait absolument pas de solutions pouvant mesurer différents phénomènes dans la ville et aider à ce que la mobilité et la vie soient plus agréables. Donc, ils ont développé une solution avec Everis, qui est une filiale du groupe NTT Data, qui permet de mesurer l'air, de gérer la partie transport en commun, collecte des déchets et gestion des incidents. Et tout à l'heure, on insistait sur le fait que ces phases pilotes avaient du mal parfois ils avaient du mal parfois à passer le cap de la phase pilote. Et ils viennent juste donc en 2001 de terminer la phase pilote et entament la commercialisation de cette solution sur l'Amérique latine. Donc ça nous paraissait intéressant de le partager avec vous. Merci beaucoup. Et là, Hydrobit, donc c'est un projet mené par la Banque interaméricaine de développement, très présente en Amérique latine avec énormément de projets. C'est aussi un point d'entrée à considérer, puisque beaucoup de projets sont portés par la BID, dont ce projet Hydro, pour accompagner les gouvernements dans toujours cette fameuse disponibilité en eau et besoin d'infrastructures qui est un thème essentiel sur l'Amérique latine. Donc, ils sont en phase pilote. Donc là, on parlait plus de ce projet-là, en l'occurrence, pour rappeler l'importance de la Banque interaméricaine de développement sur l'Amérique latine, tant sur la partie santé qu'on a pu aborder hier, mais IoT aujourd'hui. Il y a énormément de projets en cours et de nouveaux projets qui vont être lancés. Quelques considérations pratiques sur la façon d'aborder ce marché. Alors, pour être très concret, voilà, on parle de cette opportunité du Nuevo León 4.0. On la connaît particulièrement. Je t'en prie, Nicolas. Oui, excuse-moi, juste avant de passer aux conditions pratiques et d'accès au marché, peut-être une considération, quand on parle d'IoT, on parle aussi de disponibilité des réseaux IoT. Donc, je pense à LoRa, Sigfox et puis les réseaux d'IoT mobile. En regardant un petit peu ce qui se fait au niveau de LoRa en Amérique latine, ils annoncent une couverture globale sur quasiment l'ensemble des pays d'Amérique latine.
avec le petit bémol que des opérateurs publics qui proposent du LoRa, il y en a uniquement au Brésil avec American Tower et au Pérou avec Infratel. Sinon, il n'y a pas d'opérateur public qui propose du LoRa. En ce qui concerne le Sigfox, là où la France et une partie de l'Europe est quand même relativement bien couverte, en Amérique latine et Mexique compris, ils parlent de under rollout pour la plupart des zones, mais c'est très très morcelé et en fait on voit sur la couverture officielle que le live coverage il est vraiment dans les zones qui sont très denses dans les pays et on voit qu'il n'y a rien, tout ce qui est Bolivie, Venezuela, Cuba, Suriname, même si dans les autres pays, c'est vraiment concentré sur les zones urbaines, très urbaines. Et enfin, sur les réseaux mobiles liés à l'IoT, donc on parle des réseaux LTE-M et NB-IoT, là, c'est relativement faible en Amérique latine. On parle de déploiement un petit peu au Brésil, Argentine, qui sont sur du LTE-M et du NB-IoT, et puis du LTE-M uniquement sur le Mexique. Donc, ça veut dire que si on part sur des solutions IoT, que ce soit en smart manufacturing, agriculture ou smart cities, il faudra vraiment faire très attention au réseau sur lequel on va s'appuyer pour développer sa solution, parce qu'il semble que c'est quand même moins développé que ce qu'on peut avoir en Europe. Donc, ce sera vraiment un point de vigilance à prendre en compte. Alors, Nicolas, officiellement, il s'agit là, pour l'instant, de la meilleure question. Et merci pour cette question qui est passionnante et les éléments que tu évoques sont extrêmement pertinents. J'ai eu un certain nombre de conversations à ce sujet. Je vais essayer de synthétiser un petit peu l'essence des idées, des solutions qui sont proposées par des professionnels du secteur sur 1 ou 2 minutes. Donc, tu as complètement raison. Pour commencer, il n'y a aucune solution qui est meilleure que les autres parce que le nombre de variables, donc telle solution est excellente pour une quantité de données très limitée, par exemple. Tu parles du réseau LoRa, par exemple, qui est excellent à partir du moment où tu restes sur des tailles en dessous de 1 MB, typiquement, et qui n'est pas sur tous les pays de la zone et pour lequel il faut passer par des partenariats. Après, il y a d'autres solutions qui sont envisagées. Le fait qu'il y ait un taux de pénétration tellement fort des smartphones, ça donne la possibilité, selon les industries, selon les nécessités, d'utiliser le smartphone de la population rurale, du propriétaire du petit magasin, du travailleur, etc., en mettant en place dedans des applications pour que, par exemple, toutes les 24 heures, à chaque fois qu'il a accès à un réseau Wi-Fi, les données soient chargées dans le cloud. Évidemment, ça, c'est possible que quand c'est des industries qui n'ont pas besoin d'un update en permanence. Donc, il y a beaucoup de cas de figure différents, mais c'est effectivement une problématique complexe sur laquelle les professionnels se posent pas mal de questions. Ensuite, il y a des acteurs de la téléphonie, il y en a des très grands, qui commencent à proposer des packages, eux-mêmes ayant des alliances et des partenariats avec des acteurs plus petits de la zone et qui commencent à proposer typiquement, par exemple, des packages à moins d'$1 par mois avec une taille conséquente de données et même dans certains cas de figure, j'ai vu, à $4 par an, par capteur ou par centre de capteurs à partir du moment, encore une fois, qu'on est sur un volume de données qui est limité. Donc, et il y a plein d'autres solutions dont j'ai entendu parler. On a une question, oui. Ouais. J'ai activé le micro. Yann, vous pouvez parler si vous voulez, votre micro est activé. Oui, peut-être que si les gens sont motivés pour faire de l'IoT, est-ce qu'on a toujours en backup la 2G? Est-ce qu'elle reste allumée dans ces pays? Je ne sais pas. J'en ai pas entendu parler en parlant avec les professionnels. Sauf erreur de ma part, personne n'en a parlé, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Il faudrait que je vérifie ce point. La réponse honnête, c'est je ne sais pas.
On reviendra vers vous, Yann, avec la réponse. On va revenir vers vous très rapidement. On va Merci Ouais, s'entraider pour parce que pour ça cette, peut être un merci pour moyen, cette effectivement, question. si on a un acteur qui est motivé pour déployer de l'IoT, mais qui n'a pas encore les réseaux, voilà, s'il peut y avoir un plan B, pourquoi pas, quoi. Les, Yann, les trois facteurs qui reviennent le plus souvent et qui sont centraux dans la mise en place d'une stratégie de réseau et de data coverage, ça va être le volume des données. On n'est pas sur la même stratégie selon le volume des données. Le territoire à couvrir. Est-ce qu'on est sur des territoires qui ont une très mauvaise couverture ou alors on est dans le centre des villes, auquel cas les problématiques sont complètement différentes. Et puis ensuite, le type d'industrie et le type d'utilisation qui sera faite de ces données. Est-ce qu'elles peuvent être de façon hebdomadaire montées dans une plateforme dans le cloud, analysées et ensuite ça génère des rapports et c'est suffisant? Ou alors on est dans une utilisation où une minute de différence peut être tout à fait critique. Donc ça aussi, ça va impacter la décision et le choix des solutions. En tout cas, Nicolas a complètement raison. Il a vraiment mis le doigt sur une des problématiques qui existent sur ce genre de projet. C'est la mise en place d'une stratégie adaptée et optimisée en termes de réseau. Je vois que Nicolas connaît parfaitement ces sujets. On va donc revenir vers vous, Yann, si vous voulez bien, pour vous apporter une réponse plus détaillée. Merci pour votre question, en tout cas. En fait, non, et juste ce que je voulais dire, c'est que je pense que par rapport à ce que disait Nicolas, en gros, il faut adresser le cas d'usage au cas par cas. Et si on a la chance d'avoir du LoRa ou du Sigfox, on traite par ce type de réseau si c'est des bas débits. Et s'il n'y en a pas, on trouve des plans B. Mais à mon avis, il doit y avoir des solutions pour chacun, quoi. Ah, il y a des solutions. Oui, oui. On n'est pas à un niveau où on se dit, bon, là, dans ce cas de figure-là, il n'y a rien à faire. Non, il y a toujours des solutions. Après, on les cherche au meilleur coût et quand même couvrant les nécessités. Mais absolument, vous avez raison, Yann, il y a toujours des solutions. Quand même dans un continent qui, malgré les problèmes relatifs d'infrastructure, a quand même plusieurs réseaux, Non, on n'a pas de problème. Et pour le coup, il y a plusieurs cas d'application déjà réels dans des zones aussi rurales qui ont été mises en œuvre. Alors, avec des options d'utilisation sans réseau aussi, il y en a beaucoup. Hein, dans les entreprises avec qui j'ai pu parler, les solutions offertes aujourd'hui, dans les solutions, tu es souvent dans une solution en temps réel quand tu as la connectivité parce qu'il y a de la connectivité. Mais il y a aussi tout le temps la version offline où tu peux continuer à consulter et utiliser l'app ou la solution mise en œuvre. Dans beaucoup de cas. Ce qui est important de voir, hein, je pense, dans la présentation que vous êtes en train de faire, Virginie et Alexis, c'est que c'est un sujet actuel. Donc, évidemment, dans les détails, il faudra aller au cas par cas, comme tu disais, Yann, et voir qu'est-ce qui est disponible et comment on peut mettre en place son scénario. Mais c'est vraiment pour dire que ils ont trouvé des cas d'usage pour chacune des thématiques. Donc, ça veut dire que c'est en réflexion et c'est, même si c'est pas forcément, c'est plus ou moins mature, mais c'est en réflexion, quoi. Est-ce que je peux me permettre, j'aimerais vous partager une solution. J'ai parlé aux personnes qui l'ont mise en place, que je trouvais particulièrement élégante et évidemment adaptée à l'industrie. Dans le secteur de la réfrigération commerciale, il y a énormément de données qu'on voulait extraire des frigidaires et des données commerciales. Et la solution qui a été trouvée, c'est celle, en fait, donc il y a des capteurs dans le frigidaire, mais ils ne sont pas connectés. Donc, il n'y a pas de… Par contre, on met en place un réseau de techniciens qui vont passer 2-3 fois par an, voir chacun des 65 000 frigos qui font partie de ce réseau. Et à chaque fois qu'ils sont à moins de 20 mètres d'un des frigos de ce réseau-là, et ils sont ensuite, ils ont un plan d'action par jour qui est déterminé aussi par un algorithme. Donc, ils vont voir ces frigos et au moment où ils s'en approchent, par leur téléphone, qui est un téléphone de l'entreprise, hop, toutes les données des derniers mois qui n'étaient pas encore dans le cloud sont absorbées, envoyées dans le cloud, analysées et conglomérées. Et en fait, pour cette industrie-là, c'est une solution qui marche très, très bien. Et on est à une fraction du coût de toute autre solution dans laquelle le frigidaire serait
lui-même connecté en temps réel, ou pas forcément même en temps réel, mais au réseau. Et on embauche plus de techniciens, mais ça reste un coût marginal par rapport aux autres solutions envisagées. Donc, tu as tout à fait raison, Nicolas, il y a vraiment un spectre de solutions immense cas par cas. Ce que j'ai jamais entendu, c'est « Ah, ben là, on ne sait pas comment faire ». Non. Non, il y a toujours des solutions à la tête. Très bien. Alors, considération, pratique. Donc, l'initiative Noveléon 4.0, encore une fois, je fais attention au temps, mais c'est une opportunité assez unique parce qu'encore une fois, le Nuevo León, c'est la capitale industrielle du Mexique, c'est donc un des centres industriels les plus développés de tout le continent. Cette initiative avance très vite, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'appuis politiques, des belles portes d'entrée. Voilà, typiquement, une façon de rentrer en Amérique latine, c'est d'approcher les responsables de ce projet-là, les nombreux partenaires, et d'essayer de s'introduire dans cet écosystème qui est en pleine croissance et qui est très ouvert à des acteurs extérieurs, surtout français. Alors, quelques autres opportunités. Virginie, peut-être je te passe la main. Là, c'est des exemples très concrets et actuels d'opportunités sur la partie mobilité sur Buenos Aires et Rio de Janeiro, où on peut penser que deux grandes villes d'Amérique latine comme celle-ci ont déjà mis en œuvre toute leur partie gestion de la mobilité, analyse des données et pas du tout. Pour le coup, il y a une réelle problématique. Buenos Aires est en train de chercher un système permettant de gérer ces 6 millions de personnes qui transitent chaque jour par le centre de Buenos Aires, le centre et les points d'entrée de Buenos Aires. Ils n'ont aucune plateforme de gestion du trafic, de gestion des transports en commun. Donc il y a, enfin, même sur des grandes villes comme ça, on pourrait penser non, il y a déjà tout ce qui est fait. Non, il n'y a pas que des grandes villes, il y a aussi des moyennes petites villes qui n'ont pas de solution, mais là, c'était un cas intéressant. Et à Rio, c'était plus sur l'aspect sécurité qu'avait abordé Alexis. Nombreuses sont les villes en Amérique latine qui ont mis en place les caméras de surveillance, bien entendu. En revanche, elles n'ont pas forcément pensé comment elles allaient gérer les données récupérées par ces caméras et les analyser pour leur permettre de répondre à leur stratégie de sécurité des villes. Et c'est le cas de Rio, c'est-à-dire qu'ils ont un système de caméras, mais aujourd'hui, ils n'ont pas un système efficient pour gérer les données et les analyser, et afin de leur permettre d'être plus performants quant à la gestion de la sécurité dans cette énorme mégalopole. Donc ça, c'était deux exemples intéressants. Sur l'agrotech, dans des points d'entrée à considérer, ça nous a été mentionné plusieurs fois et on s'en est rendu compte que la partie petits producteurs pour la irrigation et pesticides, c'est une partie un peu laissée pour compte. Les acteurs actuellement présents sur le marché, tant les grosses entreprises internationales comme les startups qui ont pu se créer, ne sont pas dans une offre de solutions et de services très orientés aux petits producteurs. Donc, il y aurait peut-être un point à creuser. Après, c'est une démarche individuelle, hein, comme l'ont rappelé Nicolas et Alexis, mais à voir en fonction des solutions. Et les coopératives sont très, sur l'agro et l'agri, sont très, très présentes et ont un pouvoir économique très fort en Amérique latine. Donc, c'est eux qui réunissent l'ensemble des acteurs et qui peuvent initier des projets collectifs répondant aux besoins d'un certain nombre de leurs producteurs de fruits, de légumes, etc. Donc, c'était des exemples à prendre en compte. Donc quelques approches, quelques idées phares pour approcher ce marché. Alors, dans le cas de l'IoT, pour les raisons dont on a parlé précédemment, on va pouvoir trouver des appuis publics et institutionnels
à partir du moment où on est dans des cas d'utilisation à fort impact social et environnemental. Là, il y a des budgets qui se débloquent, il y a une certaine volonté politique qui va nous permettre d'avancer plus rapidement et plus facilement. Les parties prenantes multiples, on en a parlé, c'est vraiment une façon idéale de rentrer. Le projet existe déjà. Il y a une niche technologique à occuper pour compléter l'offre qui est en train de s'établir. Voilà. Les incubateurs, Virginie en parlait tout à l'heure. Ensuite, l'interopérabilité des solutions. Ça, c'est une chose qui souvent n'est pas encore prise en compte et qui va être absolument indispensable à la pérennité du projet. Il faut, dès le départ, mettre en place des protocoles et des langages qui vont pouvoir très, très bien se moduler avec, en pariant sur la croissance du projet et sa prise et sa montée en puissance avec d'autres technologies, d'autres plateformes, d'autres softwares. Et c'est quelque chose qui se planifie dès le départ en faisant un pari sur le long terme. Ceux qui ne le font pas voient de fait leur projet s'éteindre d'eux-mêmes. La cybersécurité, absolument indispensable. Donc, on en parlait brièvement quand on faisait le webinaire de cybersécurité en disant que c'est un des cas d'application et un des secteurs à plus forte croissance pour la cybersécurité. Et à peu près l'inverse est vrai, c'est-à-dire que l'IoT ne se fera pas sans partenariat fort et concluant avec des acteurs de la cybersécurité qui seront capables de mettre en place des solutions adaptées à l'IoT de façon pertinente. Planifier l'intégration à l'upscaling, on en a parlé, et évidemment, comme toujours, un service client ou une représentation commerciale sur place, dans la même zone horaire, qui parle la même langue, qui assure le suivi du client, qui l'accompagne de façon concrète, mais aussi dans sa perception, qui va être absolument indispensable à la mise en place d'un partenariat à long terme, et puis une montée en puissance de l'entreprise qui va peut-être un jour ensuite ouvrir un bureau local et croître à partir de là. Voilà. Pour conclure, et avant d'ouvrir une dernière fois les questions-réponses, voilà, ça conclut le webinaire d'aujourd'hui, mais ça conclut aussi la semaine du numérique en Amérique latine. Donc, la raison d'être de ces webinaires, c'est une discussion très productive qu'on a eue avec BCI et le constat que réellement l'Amérique latine n'est pas forcément perçue comme un continent à fort potentiel, ou alors peut-être il l'est, mais il semble trop lointain. Et j'espère qu'on aura su vous communiquer, d'une part, la proximité culturelle du continent. C'est la seule zone au monde qui parle une langue, avec l'exception du Brésil, qui comprend quand même très largement l'espagnol. Donc des centaines et des centaines de millions d'habitants, 33 pays qui ont une culture très comparable, qui est cousine de la nôtre. C'est vraiment des latins. On a beaucoup plus de facilité avec eux que n'en les Allemands, les Anglais et d'autres cultures. Et véritablement un tournant du continent, une phase de croissance sans précédent et d'opportunités comme il n'y en a pas eu avant. Et ça, c'est vrai pour la cybersécurité, qui, je vous le garantis, en 2021, va connaître une croissance spectaculaire. Et dans les années qui viennent, on est vraiment sur une courbe de forme exponentielle. C'est vrai aussi pour l'IoT, qui va peut-être démarrer un tout petit peu plus lentement, mais qui aura une croissance tout aussi puissante. Donc, les opportunités sont réelles et le timing est parfait. 2021, c'est l'année pour venir en Amérique latine, pour profiter de ces opportunités, de l'image de la France, de notre savoir-faire et, en parlant de façon générale, d'une demande qui est largement plus grande que l'offre actuellement présente sur le continent. Donc, voilà. Et donc je remercie énormément Nicolas et Karen qui ont rendu ça possible, qui ont été très, très impliqués dans la mise en place de ces webinaires, qui ont fait énormément d'apports constructifs. Il y a eu un échange qui a été vraiment très productif. Comme vous avez pu le voir, on a essayé de donner une vue d'ensemble sans jamais rentrer
j'ai pas voulu parler des problématiques de télécom enfin, la totalité des problématiques techniques sous-jacentes est vaste. On n'aurait eu aucune chance de la couvrir en 1 heure et demie. Donc, ce qu'on veut communiquer, c'est une vue d'ensemble, les enjeux, les opportunités et les problématiques pour vous donner envie de poursuivre cette conversation. C'est quelque chose qu'on fera très volontiers avec vous. Voilà, et maintenant, je laisse volontiers la place aux questions. Alors, s'il y en a, n'hésitez pas, là je m'adresse aux participants, n'hésitez pas à rebondir sur tout ce que l'on vient de dire et à nous poser vos questions. On a encore quelques minutes pour y répondre. Alors, je vais redonner la parole à Yann. Normalement, vous pouvez activer votre micro, Yann. Est-ce que là, ça marche? C'est bon. Ouais, super. Ouais, j'avais une petite question sur une des thématiques qui était au début de la présentation dans le monde agricole, sur le thème du suivi de bétail. Donc, sur ces thématiques-là qui reviennent assez souvent, il y a des solutions, mais on se heurte au problème de modèle économique. Et là-dessus, est-ce que votre sentiment, c'est que, voilà, suivi de troupeaux, mais est-ce qu'il y a un modèle économique en Amérique latine qui tienne la route? Alors, merci pour la question, Yann. En toute franchise, c'est un sujet que je ne connais pas bien. Je n'ai pas eu moi-même des conversations sur ce sujet. Vous avez complètement raison. Je crois savoir que beaucoup d'échecs ont échoué, mais que néanmoins, certaines initiatives actuellement marchent assez bien. Virginie, je ne sais pas si tu en sais plus que moi. J'étais en train de… Sur le bétail, je n'ai pas vraiment… GLS Industrie, hein, les Argentins qui offrent une solution pour le suivi du bétail. Après, en termes de modèle économique et avec qui l'ont-ils mis en place exactement, ça je peux enfin, peut-être pas avoir tous les détails, mais réussir à avoir des informations plus détaillées à ce niveau-là. Savoir quel modèle ils appliquent et est-ce que ça fonctionne. Ça, je suis preneur. Ça marche. Ça, c'était la première question. Et après, la deuxième question. À proposer. Pardon, il y a un décalage, je ne voulais pas vous interrompre. Vous avez vous-même des solutions de ce type-là à proposer? Vous avez des réflexions sur leur modèle économique? Alors, nous, techniquement, on a des solutions parce qu'on travaille sur des balises, donc basse conso, Sigfox, LoRa. Donc, voilà, techniquement, il y a des solutions, mais on se heurte souvent voilà, un troupeau, c'est des milliers de bêtes et on ne va pas mettre un tracker sur chaque bête. Donc, voilà, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut, quoi. Qu'est-ce que demande le client, quoi? Bon, on pourra très facilement vous répondre. On a le contact, effectivement, de l'Est Industrie. On a parlé à 2 de leurs dirigeants. Et donc, on peut tout à fait leur poser quelques questions. Ils répondront volontiers. Tous les acteurs qu'on a contactés, d'ailleurs, étaient vraiment contents de partager leurs expériences et leur point de vue. Donc, on le fera avec grand plaisir. Et si vous nous laissez votre contact, on vous donnera des éléments de réponse et on pourra poursuivre la conversation. On a tout ça. J'ai noté la question, donc vous pourrez répondre à Yann, à Nicolas et Alexis, Virginie. On va mettre en place tout ça et être réactif suite au webinaire. Et après, j'avais une deuxième question sur une autre thématique que vous n'avez pas adressée, mais c'était juste une question pour ma culture personnelle. Est-ce que donc on a un autre projet dans le monde du sport, l'IoT dans le monde du sport. Est-ce que ça, c'est une thématique que vous voyez pointe du nez sur la partie Amérique latine? Je parle du sport style marathon, ultra trail, ce genre de sport où on pourrait apporter une solution de suivi live en connectant les coureurs, quoi. Le but du suivi live est lequel principalement? C'est d'animer l'épreuve et de permettre sur un ultra trail d'avoir tout le Mexique qui peut suivre son frère, sa sœur, voilà, tout le monde, quoi. Ok. Alors,
moi, personnellement, et Virginie donnera son point de vue, je n'ai pas du tout entendu parler de ce cas d'application. Donc, à ma connaissance, non, il n'y a rien, ce qui veut peut-être dire qu'il y a une carte à jouer, quelque chose à faire. Parce que ce que je sais, c'est que le sport, de façon générale, les activités en plein air, notamment l'ultra-trail, est en explosion sur la zone. L'industrie réalise des croissances de l'ordre de 150% par an. Voilà, l'ultra-trail, en fait, il y a des très, très grosses communautés qui sont en train de se former, notamment au Mexique, notamment en Argentine, notamment en Colombie. C'est quelque chose qu'on avait vu dans le cadre d'une autre mission. Et donc, ce secteur est en forte croissance, les activités de plein air en général, etc. Donc, peut-être pourrait-il y avoir un besoin, une demande, un intérêt, je ne sais pas. Et à ma connaissance, ces solutions, encore une fois, ce n'est pas du tout une certitude que j'ai, mais à ma connaissance, il n'y a pas de solutions de ce type-là qui ont été mises en place à ce jour. Ouais, parce que là, on a une solution qui marche en 2G, donc qui pourrait fonctionner si le 2G reste… D'où la question tout à l'heure sur la 2G. Donc, en partie, exactement, parce qu'on s'aperçoit que il y a des applications qui peuvent encore utiliser ce réseau, quoi. On va faire une recherche sur ces deux questions-là et on vous reviendra rapidement là-dessus. J'ai entendu parler de pas mal de réseaux et de choses. Pareil, dans les conversations, personne n'a jamais parlé du 2G, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Peut-être que les autres solutions sont néanmoins considérées comme plus pertinentes, mais on fera la recherche et on verra ça. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. C'est bon pour vous, Yann? Oui, c'est bon pour moi. Bon, merci pour votre intervention en tout cas. Merci à toutes et à tous pour vos participations à ce troisième webinaire de la semaine du numérique en Amérique latine. Vous avez été nombreux à vous y inscrire. Merci encore une fois. On reste à votre entière disposition pour la suite. Comme d'habitude, vous avez ici les coordonnées de Nicolas. N'hésitez pas à le contacter pour lui poser vos questions. Si vous souhaitez que l'on creuse plus amplement vos secteurs d'activité, les services et solutions que vous proposez pour savoir s'il y a une opportunité, une viabilité pour vous sur le marché latino-américain. Surtout, n'hésitez pas à contacter Nicolas ou à contacter Virginie et Alexis. On sait être très réactifs. C'est très facile d'organiser des calls ou des visios avec vous après le webinaire, enfin à tout moment d'ailleurs. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez le moindre besoin. Je vous remercie aussi, Virginie, Alexis, pour vos interventions et votre partage d'expertise cet après-midi. Merci, Nicolas. Merci à tous les deux, Virginie. Merci. Vous avez à la fin de la… Merci à vous. Vous avez à la fin de la présentation donc les coordonnées de tout le monde. La présentation sera en ligne sur BCI Info. On reste à votre entière disposition. Merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bientôt.